Chapitre 51. L'arrivée d'Aloran. Larry Durkin était un grand escogriffe maigre, dont le visage renfrogné, couronné d'une opulente crinière rousse, se dissimulait sous le capuchon d'un anorak des surplus de l'armée. Aloran l'avait rencontré juste au moment où il s'apprêtait à quitter le garage. La perspective d'un surcroît de travail par un temps pareil ne l'enchantait guère, et encore moins l'idée de louer un de ces deux scooters des neiges à cet énergumène noir au regard fou qui voulait monter jusqu'au vieil Overlook. Parmi ceux qui avaient vécu longtemps dans la petite ville de Sidwinder, l'hôtel avait une sale réputation. Il avait été pendant longtemps la propriété d'une bande de gangsters, puis d'un groupe de spéculateurs sans scrupules. Et il s'y était passé bien des choses dont les journaux n'avaient jamais parlé, car l'argent sait obtenir la discrétion. Mais les gens de Sidwinder n'étaient pas dupes. La plupart des femmes de chambre de l'hôtel se recrutaient dans la petite ville, et les femmes de chambre n'ont pas leurs yeux dans leurs poches. Mais quand Aloran dit qu'il venait de la part de Howard Crottel, le propriétaire du garage se fit plus aimable. « Ah, c'est lui qui vous a envoyé ici ?» demanda Durkin, tout en ouvrant une des portes roulantes du garage pour laisser entrer Aloran. « Ça me fait plaisir d'apprendre que ce vieux schnappant est toujours dans les parages. » Il abaissa l'interrupteur et un jeu de vieux tubes de néon crasseux s'alluma en bourdonnant. « Mais, bon Dieu, qu'est-ce qui peut bien vous pousser à monter là-haut par un temps pareil ?» Les nerfs d'Aloran commençaient à le lâcher. Les 3 derniers kilomètres avant Sidwinder avaient été particulièrement durs. Une rafale de vent qui devait souffler à 80 km à l'heure avait fait faire à la Buick un tête-à-queue complet, et il restait encore bien des kilomètres à parcourir avant d'arriver au bout, où l'attendait Dieu sait quoi. Il avait de plus en plus peur pour Danny. Il était déjà 7h moins 10, et voilà qu'il lui fallait de nouveau déballer son histoire. « Quelqu'un se trouve en danger là-haut, dit-il prudemment. Le fils du gardien. »« Qui ? Le Ghost Rance ? Mais quel danger ?»« Je ne sais pas, marmonna Aloran. Toutes ces explications prenaient un temps fou et ça le mettait hors de lui. Il savait que les gens de la campagne sont lents, qu'ils n'ont pas l'habitude d'aborder une affaire de face, qu'ils préfèrent tourner tout autour, la renifler d'abord. Mais il n'y avait plus de temps à perdre. Si cela devait se prolonger encore longtemps, il n'y tiendrait plus et détalerait comme un lapin sans demander son reste. « Écoutez, dit-il, je vous en supplie, faites-moi confiance. J'ai besoin de monter là-haut et il me faut un scooter de neige pour y arriver. Je paierai ce qu'il faut, mais pour l'amour du ciel, ne perdons plus de temps. »« D'accord, dit Durkin sans sourciller. Si Howard vous a envoyé ici, ça me suffit. Prenez ce scooter-ci, l'Arctic 4. Le réservoir est plein, et je vous mettrai 20 litres d'essence dans le jerrycan. Avec ça, je crois que vous pourrez faire l'aller-retour. »« Merci, dit Aloran d'une voix mal assurée. Vous me devez 20 $, essence comprise. » Aloran fouilla dans son portefeuille à la recherche d'un billet de 20 $, en trouva un et le tendit à Durkin, qui le glissa sans le regarder dans une des poches de sa chemise. « Je pense qu'il vaudrait mieux faire un échange de vêtements, dit Durkin en enlevant son anorak. Votre pardessus ne vous servira à rien cette nuit. Vous me le rendrez quand vous ramènerez le scooter. »« Minute, je ne pourrai jamais. »« Oh, ne discutez pas, interrompit Durkin de sa voix toujours égale. Je ne veux pas que vous geôliez là-haut. Quant à moi, je n'ai qu'à faire 100 mètres pour me mettre à table dans ma salle à manger. Allons, donnez-moi ça. » Un peu abasourdi, Aloran échangea son pardessus contre l'anorak doublé de fourrure de Durkin. Au plafond, les tubes de néon et leur bourdonnement lui rappelaient la cuisine de l'Overlook. « Le gosse des Torrance, dit Durkin, secouant la tête. Gentil petit bonhomme, pas vrai? Son père et lui venaient souvent ici avant que la neige ne coupe la route. Ils avaient l'air de s'entendre comme des larrons en foire. Voilà un gamin qui aime son père. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé de grave. »« Oui, moi aussi, dit Aloran. Il remonta la fermeture éclair et noua le capuchon. « Laissez-moi vous aider à sortir ça, dit Durkin. Et ils poussèrent le scooter sur la chape de béton maculée d'huile jusqu'à la porte roulante. « Est-ce que vous avez déjà conduit un de ces engins ? » ?»« Non. »« Oh, eh bien, c'est pas sorcier. Vous avez les indications collées sur le tableau de bord, mais en fait, il n'y a que 2 positions, marche et arrêt. La manette des gaz se trouve ici, comme sur une mobilette. Le frein est de l'autre côté. Penchez-vous avec la machine dans les virages. Elle fait du 90 sur la neige bien tassée, mais avec cette poudreuse, vous ne pourrez pas monter au-dessus de 70 au grand maximum. » Ils étaient dehors maintenant, sur le terre-plein enneigé de la station-service, et Durkin éleva la voix afin de se faire entendre par-dessus les hurlements du vent. « Restez sur la route !» cria-t-il à l'oreille d'Aloran. « Suivez les poteaux du garde-fou. Faites attention aux panneaux, et je pense que vous vous en tirerez. Si vous quittez la route, vous êtes mort. Compris ?» Aloran hocha la tête. « Attendez une minute !» lui lança Durkin, disparaissant de nouveau derrière la porte roulante. Aloran tourna la clé de contact et ouvrit un peu la manette des gaz. Le moteur octa, puis démarra sur un rythme allègre de 2 temps. Durkin revint avec un passe-montagne rouge et noir. « Passez ça sous le capuchon. »
Merci pour tout, lui dit Aloran. Oh, soyez prudent, lui dit Durkin, et restez bien sur la route. Aloran hocha la tête et tourna lentement la manette des gaz. Le scooter se mit à avancer lentement en ronronnant, précédé par le cône lumineux du phare qui trouait l'épais rideau de neige. Dans le rétroviseur, il vit la main levée de Durkin et lui répondit par un signe de la sienne. Puis il tira le guidon à gauche et se mit à monter Main Street. Le scooter filait bon train sous la lumière blanche des lampadaires. Le compteur marquait 40 km à l'heure. Il était 7h30. À l'Overlook, Wendy et Danny dormaient encore, et Jack Torrance discutait d'une question de vie ou de mort avec l'ancien gardien. Un peu plus loin, il dépassa le dernier lampadaire, et sur près d'1 kilomètre, il avança entre deux rangées de petites maisons bien calfeutrées contre les assauts de la tempête. Au-delà, il n'y avait plus que les ténèbres où le vent se déchaînait. Dans le noir, sans autre lumière que le pinceau du phare, la terreur s'empara à nouveau de lui, une terreur enfantine, accablante, décourageante. Jamais il ne s'était senti aussi seul. Au fur et à mesure qu'il voyait dans le rétroviseur les rares lumières de Sidwinter s'éloigner et disparaître, l'envie de rebrousser chemin devenait de plus en plus irrésistible. Il songea que malgré sa solitude, Durkin ne lui avait quand même pas proposé de l'accompagner avec l'autre scooter. L'hôtel a mauvaise réputation par ici. Serrant les dents, il poussa plus à fond la manette des gaz et regarda l'aiguille du compteur de vitesse dépasser le 50, puis se stabiliser à 60. Il avait l'impression d'avancer à toute vitesse, et pourtant il craignait d'arriver trop tard. À cette allure, il lui faudrait presque 1 heure pour atteindre l'Overlook. Mais s'il accélérait davantage, il risquait de ne pas y arriver du tout. Il gardait les yeux rivés sur les petits réflecteurs ronds, grands comme des pièces de 10 cents, qui surmontaient les barrières du garde-fou. Souvent, ils étaient ensevelis sous des monceaux de neige. Par 2 fois déjà, faute d'avoir vu les panneaux de signalisation des virages, il était sorti de la route et avait commencé à rouler sur la neige accumulée sur le bas-côté et qui masquait le précipice. Il avait tout juste eu le temps de redresser le scooter et de le ramener sur la route. Le passage des kilomètres s'enregistrait au compteur avec une lenteur désespérante. 10, 15, 20 kilomètres enfin. Malgré son passe-montagne, son visage se figeait peu à peu et ses jambes commençaient à s'ankyloser. « Je donnerais bien 100 $ pour une paire de pantalons de ski. » Il sentait rôder autour de lui cette force maléfique qui avait failli l'assommer sur la route de Sidwinder et qui essayait de s'insinuer derrière ses défenses, d'atteindre son point faible. Si elle l'avait foudroyé avec une telle force 30 kilomètres plus bas, de quoi serait-elle capable ici, dans son domaine? Il n'arrivait pas à la chasser. Elle se glissait dans son esprit, qu'elle submergeait de vagues et sinistres images. L'une d'elles surtout revenait sans cesse, obsédante. Dans une salle de bain, une femme gravement blessée levait vainement les bras pour se protéger d'un nouveau coup, et il avait de plus en plus l'impression que cette femme était... Nom de Dieu, fais attention! Perdu dans ses réflexions, il avait raté un panneau de signalisation, et le talus d'accotement avait surgi de l'obscurité comme un train de marchandises, le ramenant brutalement à la réalité. Il tira brusquement sur le guidon, et le scooter, penché sur le côté, changea brutalement de direction, raclant de ses patins le rocher sous la neige. Il avait cru que la machine allait se renverser. Il était resté un moment en équilibre instable, mais elle finit par se rétablir sur la surface à peu près plane de la route enneigée. Devant lui, dans la lumière du phare, il aperçut l'interruption brusque du tapis de neige, et au-delà, le noir de l'abîme. Le sang battait à coups redoublés dans sa gorge, alors Anne fit faire un demi-tour au scooter. « Reste sur la route, mon petit Dicky !» Un peu plus loin, à la sortie d'un virage, il vit des lumières étinceler en face de lui. Cette vision avait été si fugitive qu'il aurait pu croire à un mirage, si au détour d'un nouveau virage, elle n'avait réapparu à la faveur d'une entaille dans le rocher, un peu plus proche cette fois. Alors Anne ne pouvait plus douter de sa réalité à présent. Il avait trop souvent vu l'Overlook de cet endroit-là pour ne pas le reconnaître. Apparemment, on avait allumé les lumières du rez-de-chaussée et du premier. Il se sentit aussitôt soulagé d'un grand poids. Il ne s'était pas égaré et il n'avait pas démoli le scooter dans un de ces virages trompeurs. Le scooter s'engagea maintenant dans un lacet qu'il connaissait mètre par mètre quand il aperçut soudain dans la lumière du phare. Oh Seigneur, quoi encore? Quelque chose qui bloquait la route devant lui. Tout d'abord, alors Anne crut que la silhouette noir et blanc était celle d'un loup géant que la tempête aurait fait descendre de la haute montagne. Mais en se rapprochant, il comprit et la terreur le saisit à la gorge. Un lion de buis, son mufle sous un masque d'ombre sillonné de traînées de neige, ses reins bandés, prêts à la détente. Il fonça sur Aloran, ses pattes arrière faisant fuser la neige en des gerbes de scintillements cristallins. Aloran ne put retenir un cri, et baissant la tête, il tira le guidon à fond vers la droite.
Un éclair de douleur lui lacéra le visage, le cou et les épaules, tandis que, sur sa nuque, son passe-montagne fut déchiré de haut en bas. Il fut éjecté du scooter et alla rouler dans la neige. Il sentait que le lion se jetait sur lui de nouveau. Une forte odeur de feuilles vertes et de houx lui piquait les narines. Une énorme patte de buis le frappa au creux des reins, et il partit en vol plané, bras et jambes désarticulés comme une poupée, tandis que le scooter fou allait heurter le talus du bas-côté, se cabrait à la verticale, et balayant la nuit de son phare, se renversait avec un bruit sourd, moteur calé. Dans un bruit de feuilles froissées et de brindilles cassées, le lion avait de nouveau attaqué Aloran, et labourait son anorak de ses griffes. Aloran savait que c'étaient de vraies griffes, et non pas les tiges du buis qui l'avaient mis en lambeaux. « Non, tu n'existes pas !» cria Aloran au lion de buis, qui décrivait des cercles autour de lui en grognant. « Tu n'existes pas !» Il avait réussi à se mettre debout, et s'était déjà rapproché du scooter, quand le lion s'élança de nouveau sur lui, et lui asséna sur la tête un coup de patte griffu. Aloran vit fuser 36 chandelles. « Tu n'existes pas !» répéta-t-il exténué dans un murmure à peine audible. Et ses genoux se dérobant sous lui, il s'affaissa dans la neige. Puis il se mit à ramper vers le scooter. Le côté droit de son visage était couvert de sang, et il avait laissé une traînée pourpre sur la neige. Le lion fonça de nouveau sur lui, rugissant comme s'il s'agissait d'un jeu, et le retourna sur le dos comme une tortue. Alors Anne commença à ramper vers le scooter où se trouvait la seule arme dont il disposait, mais le lion l'avait encore attaqué et le lacérait de ses griffes. Chapitre 52. Wendy et Jack. Wendy se retourna et vit que Jack, cramponné à la rampe comme elle, venait d'atteindre la 6e marche. Il souriait toujours, et un sang noirâtre goûtait lentement de ses lèvres sur sa mâchoire. Le sourire se changea en un rictus féroce. « Je vais te fendre le crâne, je vais te mettre la cervelle en bouillie, dit-il, se hissant sur la marche suivante. La peur la galvanisa, lui faisant oublier sa douleur. Elle reprit sa montée aussi vite qu'elle le put, tirant rageusement sur la rampe. Quand elle atteignit le palier, elle risqua un coup d'œil derrière elle. Jack paraissait retrouver ses forces. Il n'était plus maintenant qu'à 4 marches du sommet, et tout en se hissant avec sa main droite, il mesurait avec son maillet la distance qui le séparait encore de Wendy, essayant de voir si elle n'était pas à sa portée. « Je suis juste derrière toi, lui dit-il à bout de souffle, mais sans se départir de son sourire ensanglanté. « Juste derrière toi, salope. Tu vas voir ce que tu vas déguster. » Se tenant les côtes à 2 mains, elle s'enfuit le long du couloir. La porte d'une des chambres s'ouvrit brusquement, et un homme qui portait un masque de vampire passa sa tête. « Merveilleuse soirée, n'est-ce pas, ma mignonne ?» cria-t-il en lui faisant éclater au nez le pétard d'un cornet surprise, dont les serpentins fusèrent autour d'elle. Puis avec un gloussement, il claqua la porte. Wendy, qui s'était étalée par terre, crut que son côté droit allait éclater de douleur, mais elle lutta désespérément pour ne pas perdre connaissance. Elle entendait vaguement l'ascenseur qui s'était remis en marche, et entre ses doigts écartés, les festons sinueux de la moquette semblaient s'être mis à onduler. Le maillet frappa le sol juste derrière elle, et elle se jeta en avant en sanglotant. Par-dessus son épaule, elle vit Jack marcher sur elle en chancelant. Il perdit l'équilibre au moment où il assénait un nouveau coup qui atteignit Wendy entre les omoplates, juste avant qu'il ne s'écroulât lui-même, couvrant la moquette d'une large éclaboussure de sang. Wendy se tordait de douleur, ouvrant et fermant convulsivement les mains. Quelque chose en elle s'était cassé, elle l'avait clairement entendu, et pendant un instant sa conscience s'émoussa, comme si elle ne percevait plus la réalité qu'à travers l'écran d'un voile de gaz. Quand elle reprit pleinement conscience, la terreur et la souffrance s'emparèrent de nouveau d'elle. Jack essayait de se relever pour achever ce qu'il avait commencé. Elle voulut se mettre debout, mais s'aperçut qu'elle en était incapable. À chaque tentative, un éclair de douleur lui transperçait le dos. En désespoir de cause, elle se mit à ramper sur le côté comme un nageur de crawl. Derrière elle, Jack rampait lui aussi, se servant de son maillet de roc comme d'une béquille. Quand elle fut arrivée à l'angle du petit couloir qui menait à leur chambre, elle réussit, en s'agrippant à l'arête du mur, à s'y engager. De là, elle ne pouvait plus voir Jack et ne savait plus à quelle distance il la suivait. Sa terreur n'en était que plus grande. Elle avançait péniblement en se cramponnant à la moquette dont elle arrachait les poils à pleine touffe. Ce n'est qu'après être parvenue au milieu du couloir qu'elle s'aperçut que la porte de la chambre était grande ouverte. « Denny! Oh, mon Dieu !» Au prix d'un effort surhumain, elle réussit à se mettre à genoux, puis se cramponnant au mur dont ses ongles griffaient la tapisserie, à se dresser sur ses jambes. Sans prêter attention à ses souffrances, elle se traîna jusqu'à la porte qu'elle franchit au moment où Jack, appuyé sur le maillet, débouchait du grand couloir. Elle s'accrocha à la commode pour ne pas perdre son équilibre,
puis s'agrippa au chambranle de la porte. Jack lui cria « Ne ferme pas cette porte! Si tu la fermes, tu auras affaire à moi !» Elle poussa vivement la porte et tira le verrou. D'une main affolée, elle tâtonna parmi les affaires qui traînaient sur la commode, faisant tomber des pièces de monnaie qui s'égayèrent en tous sens. Elle trouva le porte-clés au moment où le maillet s'écrasait contre la porte, l'ébranlant dans son cadre. Après une première tentative manquée, elle réussit à enfoncer la clé dans la serrure et donna un tour vers la droite. Au déclic du pêne dans la gâche, Jack, poussant un rugissement de rage, fit pleuvoir sur la porte une volée de coups. Wendy recula, épouvantée. D'où tirait-il sa force? Avec ce couteau planté dans le dos, il aurait dû être mort depuis longtemps. Elle aurait voulu lui crier à travers la porte verrouillée « Mais pourquoi n'es-tu pas mort ?» Elle se retourna et examina la chambre. Si jamais Jack arrivait à forcer la porte, Danny et elle pourraient aller se réfugier dans la salle de bain. L'idée folle de se sauver par le conduit du monte-plat lui traversa l'esprit, mais elle l'abandonna aussitôt. Même si Danny était assez petit pour s'y glisser, elle n'avait plus la force de maîtriser la poulie et il risquait d'aller s'écraser au fond du puits. Il se barricaderait dans la salle de bain, et si Jack réussissait à forcer cette porte-là, elle s'interdit de penser à cette éventualité. « Danny, chérie, il faut te réveiller !» Mais le lit était vide. Quand il s'était endormi, elle avait tiré sur lui les couvertures et l'un des édredons. Mais à présent, le lit était défait. « Je vous aurai !» hurla Jack. « Je vous aurai tous les deux !» Ces menaces, ponctuées de coups de maillet, semblaient laisser Wendy indifférente. Elle n'avait d'yeux que pour le lit vide. « Sortez de là! Ouvrez cette maudite porte !»« Danny !» chuchota-t-elle. Évidemment, quand Jack l'avait attaqué, Danny en avait eu conscience. Ne ressentait-il pas toutes les émotions violentes de ses parents? Peut-être même avait-il vu la scène dans un cauchemar. Quoi qu'il en soit, il avait dû se cacher. Elle se laissa tomber lourdement à genoux, et de nouveaux élancements de douleur embrasèrent sa jambe enflée et meurtrie. Elle regarda sous le lit. Elle n'y vit que des moutons de poussière et les pantoufles de Jack. Jack hurla son nom, et le maillet s'écrasa contre la porte, faisant sauter une longue écharde de bois qui heurta le parquet avec fracas. Au coup suivant, le panneau se fendilla, craquant comme une bûchette sous la hache, et la tête du maillet passa au travers, puis se retira pour s'y enfoncer de nouveau, faisant voler des esquilles de bois jusqu'à l'autre bout de la chambre. Wendy se remit debout en s'appuyant au cadre du lit et se dirigea en boitillant vers le placard. Ses côtes cassées la faisaient gémir. « Danny !» Avec une impatience fiévreuse, elle écarta les vêtements suspendus. Certains glissèrent des cintres, et ballonnés disgracieusement tombèrent à terre. Danny n'était pas dans le placard. Elle gagna alors la porte de la salle de bain. Avant d'y pénétrer, elle se retourna et vit la main de Jack se glisser par le trou que les coups de maillet avaient fini d'élargir dans la porte de la chambre et tâtonner à la recherche du verrou. Wendy s'aperçut avec horreur qu'elle avait oublié de retirer le trousseau de clés de la serrure. La main repoussa le verrou, frôla au passage les clés, qui se mirent à tinter gaiement. Elle s'en empara aussitôt. Wendy ne put retenir un sanglot et se précipita dans la salle de bain, dont elle referma précipitamment la porte. Au même moment, Jack faisait irruption dans la chambre. Wendy poussa le verrou, tourna la clé. Elle regarda désespérément autour d'elle, mais Danny n'était pas là non plus. Et quand elle aperçut dans le miroir son visage barbouillé de sang, elle se dit qu'il valait mieux qu'il ne fût pas témoin d'une pareille scène entre ses parents. Jack s'écroulerait peut-être avant de pouvoir se lancer à la poursuite de son fils. Peut-être, songea-t-elle, arriverait-il à lui porter un nouveau coup, le coup de grâce, qui sait. Cherchant quelque chose qui peut lui servir d'arme, son regard parcourut rapidement les revêtements lisses de porcelaine industrielle, sans rien trouver. Il y avait bien une savonnette, mais même enveloppée dans une serviette, ce ne serait pas une arme bien redoutable. À part la savonnette, tout ce qui aurait pu servir était vissé au sol ou aux parois. Mon Dieu, elle ne pouvait donc rien faire. De l'autre côté de la porte, Jack s'acharnait, avec des grognements de bête, à tout démolir dans la chambre. Il hurlait qu'il allait leur donner une correction, qu'il paierait cher pour ce qu'il lui avait fait, qu'il leur apprendrait qui était le maître, et qu'ils étaient tous deux des misérables, des moins que rien. Il renversa l'électrophone, fracassa d'un coup de maillet le poste de télévision d'occasion et fit voler en éclats une vitre, provoquant un courant d'air que Wendy sentit sous la porte de la salle de bain. Puis il arracha les matelas des deux lits jumeaux où ils avaient dormi cuisse contre cuisse et les jeta à terre. Quand il n'y eut plus rien à détruire, il tourna sa rage impuissante contre les murs qu'il se mit à marteler de ses poings. L'énergumène qui divaguait et hurlait comme un fou n'avait plus rien de commun avec Jack. Ses plaintes géniardes entrecoupées de cris stridents lui rappelaient l'hospice de vieillards où elle avait travaillé pendant les vacances d'été, quand elle était lycéenne.
Ce qu'elle entendait maintenant n'était pas la voix de Jack, mais celle de cet hôtel diabolique. Dès le premier coup, le maillet fit sauter un gros éclat du mince panneau de la porte de la salle de bain. Par la brèche, elle entrevit un petit œil dément et un visage grimaçant, couvert de sueur. « Maintenant, je te tiens, sale pute !» haleta-t-il avec un rictus hideux. Le maillet ébranla de nouveau la porte, envoyant des esquilles jusque dans la baignoire et contre la surface chromée de l'armoire à médicaments. L'armoire à médicaments! Avec l'énergie du désespoir, elle se précipita vers l'armoire, l'ouvrit et se mit à fouiller dans son contenu. Derrière elle, Jack tempêtait d'une voix rauque. « T'en fais pas, connasse, j'arrive !» Et il continuait de démolir la porte avec l'acharnement infatigable d'une machine. Dans son affolement, Wendy renversa pot et flacons, sirop pour la toux, vaseline, shampoing clairol aux herbes, eau oxygénée, éther, qui tombèrent dans le lavabo et s'y brisèrent. La main de Jack s'était glissée à l'intérieur, cherchant le verrou et la clé, quand Wendy remarqua un distributeur de lames de rasoir, dont elle réussit à extraire, non sans se couper le pouce, une lame. Alors elle s'approcha de la porte et taillada la main qui avait déjà ouvert la serrure et s'apprêtait à repousser le verrou. Jack poussa un cri et retira sa main. Haletante, serrant la lame de rasoir entre son pouce et son index, elle attendit qu'il passât la main à nouveau. Quand celle-ci réapparut, elle l'entailla encore. Il se remit à hurler et essaya de lui saisir la main, mais elle réussit à le taillader de nouveau. La lame de rasoir qui s'était retournée entre ses doigts en la coupant une seconde fois lui échappa et tomba sur le carrelage à côté du water. Elle sortit une autre lame du distributeur et se remit aux aguets. Elle crut entendre un bruit de pas, comme s'il s'éloignait de la porte. Va-t-il vraiment partir? Un autre bruit lui parvint de la fenêtre de la chambre, un bourdonnement aigu, comme celui d'un insecte, un bruit de moteur. Avec un cri de rage, Jack se fraya un chemin à travers les débris du saccage, et, oui, elle en était sûre à présent, sortit de l'appartement. Quelqu'un est arrivé. Un forestier? Dick, alors Anne? Oh, mon Dieu, murmura-t-elle d'une voix brisée. Mon Dieu, je vous en supplie. Il fallait qu'elle sorte de là maintenant. Il fallait qu'elle retrouve son fils pour qu'ils affrontent ensemble le dénouement de ce cauchemar. Après d'interminables tâtonnements, sa main trouva le verrou et le repoussa. Aussitôt qu'elle eut ouvert la porte et qu'elle fut sortie, elle eut le pressentiment que le départ de Jack n'avait été qu'une ruse, qu'il s'était embusqué quelque part et la guettait. Elle regarda autour d'elle. Ce n'était que casse et désordre d'affaires bouleversées, mais la chambre était vide, et le salon aussi. Le placard, vide également. Alors l'obscurité envahit peu à peu son esprit, et s'affalant sur le matelas que Jack avait arraché du lit, elle perdit connaissance. Chapitre 53. Alors Anne, hors de combat. Alors Anne atteignit le scooter renversé au moment où Wendy venait de s'engager dans le petit couloir qui conduisait à leur appartement. Sans s'occuper du scooter, alors Anne se dirigea vers l'arrière où le jerrycan d'essence était attaché par 2 tendeurs. De ses mains engoncées dans les mitaines bleues de Cotterell, il venait de décrocher le tendeur du haut quand il entendit derrière lui un rugissement de provenance indéterminée. Était-ce celui du lion, ou n'était-ce qu'une illusion surgie de son propre inconscient? Une branche épineuse lui cingla violemment la jambe gauche. Alors Anne, dont le genou avait failli se déboîter, serra les dents, mais n'arriva pas à réprimer un gémissement. Las de jouer au chat et à la souris, le lion s'apprêtait sans doute à l'achever. Alors Anne tâtonna fiévreusement à la recherche du 2e tendeur. Du sang gluant lui coulait dans les yeux. Encore un rugissement et un nouveau coup qui lui racla les fesses et faillit l'envoyer bouler au loin. Mais il s'accrocha au scooter comme si sa vie en dépendait. C'était d'ailleurs la stricte vérité. Il avait réussi à détacher le 2e tendeur et serrait le jerrycan contre lui quand le lion se jeta de nouveau sur lui, le renversant, puis s'enfuit. Malgré l'obscurité et la neige qui tombait, alors Anne put suivre les mouvements de cette horrible gargouille vivante qui s'éloignait, puis revenait vers lui, faisant jaillir sous ses pattes des gerbes de neige. Tandis que la bête fonçait sur lui, il dévissa le capuchon du jerrycan qui, en sautant, dégagea une forte odeur d'essence. Il eut tout juste le temps de se mettre à genoux avant que le lion, rasant le sol à une vitesse vertigineuse, n'arrive à sa hauteur. Quand il passa à côté, alors Anne l'aspergea d'essence. Crachant et soufflant, le fauve recula. « De l'essence !» exulta alors Anne d'une voix aiguë, brisée par l'émotion. « Je vais te faire cramer, Médor. Que dis-tu de ça ?» Furieux, le lion revenait à la charge, grognant et haletant. Alors Anne lui jeta de nouveau de l'essence, mais cette fois-ci le lion poursuivit sa ruée. Comprenant que la bête cherchait à le toucher au visage, il se jeta en arrière, mais sans pouvoir éviter complètement le coup, qui l'atteignit en pleine poitrine. Foudroyé de douleur, il tomba à la renverse.
Il avait aspergé d'essence le manche de son anorak et son bras droit, trempé jusqu'à l'os, devint instantanément aussi froid que celui d'un cadavre. Avec ses dents, il arracha la mitaine de sa main droite et, relevant le bas de son anorak, plongea celle-ci dans la poche de son pantalon. Parmi les clés et la monnaie se trouvait un vieux briquet Zippo, acheté autrefois en Allemagne. Son ressort s'était cassé une fois, et il l'avait envoyé à l'usine qui l'avait réparé gratuitement, exactement comme le promettaient les réclames. Il tira le briquet de sa poche, rabattit avec un déclic le capuchon, et du pouce actionna la molette. L'étincelle jaillit, et la mèche s'enflamma. « Oh mon Dieu, ma main !» Sa main, trempée d'essence, avait pris feu, et les flammes remontaient sur la manche de son anorak, mais pour le moment il ne ressentait aucune douleur. Devant cette torche brûlante, la bête hideuse, à la bouche d'épines, aux yeux de broussailles, fit un bond en arrière, mais trop tard. Grimaçant de douleur, Aloran plongea son bras brûlant dans le flanc hérissé du lion. En un instant, la bête ne fut plus qu'un brasier vivant. Elle se tordait, se roulait dans la neige, et, rugissant de rage et de douleur, semblait courir après sa propre queue enflammée. Elle finit par s'enfuir en zigzagant. La bouche tordue par la souffrance, les yeux rivés sur l'agonie du lion de buis, Aloran enfonça son bras dans la neige pour étouffer les flammes, puis, haletant, se mit debout. La manche de l'anorak de Durkin était charbonneuse, mais n'avait pas brûlé, et sa main n'était pas atteinte. 40 mètres plus bas, le lion n'était plus qu'une boule de feu. « Oh, n'y fais pas attention, grouille-toi, Dick !» Il n'eut aucune peine à remettre en marche le moteur encore chaud du scooter. Il ouvrit la manette des gaz, et par à coup l'engin démarra avec des soubresauts violents qui ne firent rien pour arranger son mal de tête. Au début, Aloran fut incapable de contrôler sa machine qui allait d'un côté à l'autre comme un engin fou. Pour reprendre ses esprits, il se dressa au-dessus du pare-brise, exposant son visage aux rafales cinglantes du vent. Dès qu'il eut retrouvé son tonus, il poussa sur la manette des gaz. L'Overlook surgit tout à coup devant lui. Les fenêtres illuminées du premier étage projetaient de longs rectangles jaunes sur la neige. Comme la grille qui fermait l'entrée de l'allée était cadenassée, il descendit du scooter et, après avoir jeté un coup d'œil méfiant autour de lui, se mit à chercher ses clés, espérant ne pas les avoir fait tomber de sa poche en prenant le briquet. Non, elles étaient bien là. Il examina le trousseau dans la lumière crue du phare et, ayant trouvé la bonne, ouvrit le cadenas qu'il laissa tomber dans la neige. Mais la grille était coincée par la neige. Oubliant les élancements de son mal de tête et la crainte de voir surgir derrière lui l'autre lion, il en dégagea alors le pied en grattant frénétiquement la neige avec ses mains. Il réussit enfin à l'entrebâiller juste assez pour se glisser dans la brèche, et poussant alors de toutes ses forces, parvint à l'ouvrir suffisamment pour que le scooter pût se faufiler. Il avait franchi la grille maintenant et se rapprochait de l'hôtel. C'est alors qu'à travers l'obscurité, il devina une agitation devant lui. Tous les animaux de buis s'étaient rassemblés au pied de l'escalier de l'Overlook et en barraient l'entrée. Le lion allait et venait, le chien était assis, les pattes posées sur la première marche. Aloran ouvrit à fond les gaz et le scooter fit un bond en avant, soulevant derrière lui des tourbillons de neige. Dans l'appartement, Jack Torrance avait tendu l'oreille, tout en percevant le bourdonnement aigu d'un moteur, et s'était dirigé vers le couloir à toute allure. Cette garce de Wendy pouvait attendre. Il allait d'abord s'occuper de ce sale négro et lui apprendre à fourrer son nez dans les affaires des autres. Ensuite, ce serait le tour de son fils. Il leur donnerait une bonne leçon à tous et leur montrerait qu'il avait l'étoffe d'un manager. Dehors, le scooter filait à toute vitesse, et Aloran, le visage cinglé par la neige, avait l'impression que l'hôtel fonçait sur lui. Dans le faisceau du phare surgit la silhouette du berger de buis, avec son visage aux yeux vides. Aloran crut qu'il allait s'écraser contre lui, mais au dernier moment, celui-ci s'écarta, lui ouvrant un passage, dans lequel il s'engouffra, tirant sur le guidon avec tout ce qui lui restait de force. Le scooter, dans un nuage de neige, fit un brusque tête-à-queue, manquant de se renverser, et heurta de l'arrière le bas de l'escalier contre lequel il rebondit. En un clin d'œil, Aloran en descendit et se mit à monter en courant. Il trébucha, tomba, se remit debout. Il lui semblait que le chien était à ses trousses, grognant derrière lui. Quelque chose le griffa à l'épaule, mais il était déjà sur le porche, sain et sauf, dans l'étroite tranchée que Jack avait déblayée devant la porte. Les animaux de buis étaient trop gros pour s'y faufiler. Parvenu à la grande porte d'entrée à double battant, il s'arrêta et d'une main chercha ses clés dans la poche de son pantalon, tandis que de l'autre, il essayait de tourner la poignée qui pivota d'elle-même. Il poussa la porte. « Danny !» appela-t-il d'une voix étranglée. « Danny, où es-tu » Il n'obtint pas de réponse. Son regard balaya le hall et s'arrêta net au bas de l'escalier. Il étouffa un cri d'horreur en voyant que devant la première marche, la moquette était toute tachée de sang, et qu'à côté il y avait un lambeau de tissu éponge rose.
Le sang formait une traînée sur l'escalier, et la rampe elle-même en était éclaboussée. « Oh Seigneur !» murmura-t-il, et il appela de nouveau. « Dany ! Dany !» Le silence de l'hôtel semblait le narguer avec des échos imaginaires et railleurs. « Dany ? Qui ça, Dany ? On ne connaît pas de Dany ici. »« Dany, Dany, qu'a-t-on fait de ce Dany ? Qui est-ce qui a joué à cache-cache Dany, à Colin Dany ? Allez, fiche le camp, sale négro, personne ne connaît de Dany ici. »« Oh Dieu, est-ce qu'il avait affronté toutes ces épreuves pour rien ? Était-il arrivé trop tard ? Est-ce que tout était fini ?» En proie à une anxiété grandissante, il monta les marches 2 à 2 et s'arrêta au palier du premier étage. Voyant que la traînée de sang menait vers l'appartement, il s'engagea dans le petit couloir. L'accueil que lui avaient réservé les animaux de buis lui paraîtrait sans doute peu de chose à côté de ce qui l'attendait là-bas. Au fond de lui, il savait déjà ce qu'il allait trouver. Et il n'était pas pressé de le découvrir. Pendant qu'Halloran montait l'escalier, Jack s'était caché dans l'ascenseur et il le suivait maintenant à pas de loup, le maillet brandi, comme quelques fantômes ensanglantés au sourire sinistre. « Est-ce que cette garce m'a poignardé ? Je ne m'en souviens plus. »« Sale négro, chuchota-t-il, je vais t'apprendre à t'occuper de ce qui ne te regarde pas. » Mais Halloran l'entendit, et se retournant brusquement, amorça une esquive, mais trop tard. Le maillet s'abattit sur son crâne, et malgré la protection de l'anorak, il crut qu'une fusée lui explosait dans la tête en une gerbe d'étoiles. Puis ce fut le néant. Il alla s'écraser contre le mur, tapissé de soie, et Jack le frappa de nouveau. Cette fois-ci, le maillet, parti à l'horizontale, lui fracassa la mâchoire et les dents du côté gauche. Il s'affaissa mollement. « Et maintenant, chuchota Jack, maintenant, à nous deux. » À présent, c'était le tour de Dany. Il avait un compte à régler avec ce fils désobéissant. 3 minutes plus tard, la porte de l'ascenseur s'ouvrit dans l'obscurité du 3e étage. La cabine s'était arrêtée trop bas et Jack dut se hisser en se tortillant, malgré ses souffrances, jusqu'au palier. Il n'avait pas lâché le maillet de roc ébréché. Ses yeux fous roulaient dans leurs orbites et ses cheveux poisseux de sang étaient pleins de confettis. Son fils se cachait quelque part ici, il en était sûr. Livré à lui-même, Dany était capable des pires bêtises. Gribouiller sur la luxueuse tapisserie de soie avec ses crayons de couleur, mutiler les meubles, casser les vitres. C'était un menteur et un tricheur à qui il convenait d'administrer une bonne correction. Jack Torrance se mit péniblement debout. « Dany » appela-t-il. « Dany, viens ici une minute, veux-tu ? Tu as été vilain, je dois te punir. Viens recevoir ta raclée comme un grand. Dany ! Dany !» Chapitre 54. Tony. Dany, Dany. Il errait dans l'obscurité à travers des couloirs qui, tout en ressemblant à ceux de l'hôtel, s'en distinguaient. Les murs tapissés de soie montaient apparemment à l'infini, car il avait beau renverser la tête, il n'arrivait pas à apercevoir le plafond perdu dans les ténèbres. Toutes les portes étaient fermées, et elles aussi se perdaient dans l'obscurité. Au-dessous des Judas, sur ces portes géantes, ils avaient le diamètre d'un canon de fusil. De minuscules têtes de mort barrées de tibia avaient remplacé les numéros des chambres. Et quelque part, Tony l'appelait. « Dany !» Il devina un bruit lointain de coups accompagnés de cris rauques. Bien qu'il ne pût distinguer toutes les paroles, il en comprenait bien le sens général pour les avoir déjà entendues maintes fois, éveillé ou en rêvant. Il hésita. Il était encore petit, après tout. Ça ne faisait pas 3 ans qu'il avait quitté ses couches. Il devait d'abord essayer de savoir où il était. Il avait peur, mais c'était une peur supportable. Il commençait à bien connaître les différentes sortes de peurs, de l'inquiétude sourde à la terreur panique, depuis 2 mois qu'il en éprouvait tous les jours. Mais il fallait qu'il sache pourquoi Tony était venu et pourquoi il l'appelait dans ce couloir qui n'appartenait ni tout à fait au monde réel, ni à celui des rêves, où parfois Tony lui faisait des révélations. « Dany !» Au bout de l'immense couloir, Dany aperçut une petite silhouette noire, à peine plus grande que lui. C'était Tony. « Où suis-je » demanda-t-il doucement à Tony. « Tu dors » dit Tony. « Tu dors dans la chambre de tes parents ?» Il y avait de la tristesse dans sa voix. « Dany, dit Tony, ta mère va être grièvement blessée, peut-être tuée, et monsieur Halloran aussi. »« Oh non !» Il pouvait accepter la possibilité de sa propre mort. Depuis son expérience dans la chambre 217, il savait qu'il saurait y faire face. Mais pas celle de sa mère, ni celle de son père, jamais. Il voulut se rebeller, l'image du couloir obscur vacilla, et la silhouette de Tony se fit indistincte, irréelle. « Non !» cria Tony. « Non, Dany, ne fais pas ça !»
Elle ne mourra pas. Je ne veux pas. Alors, il faut que tu l'aides, dit Tony. Ici, Danny, tu te trouves dans un monde enfoui au plus profond de toi-même. Je fais partie de ce monde. Je fais partie de toi, Danny. Mais toi, tu es Tony, tu n'es pas moi. Je veux ma maman. Je veux ma maman. Ce n'est pas moi qui t'ai amené ici, Danny. Tu es venu de toi-même, parce que tu savais. Non. Mais si, tu savais. Tu as toujours su, poursuivit Tony en s'avançant vers lui. Pour la première fois, Tony s'approchait de lui. Dans ce monde qui existe au plus profond de toi-même, rien ne peut t'atteindre. C'est un overlook que tu es seul à connaître, où les pendules sont arrêtées et où nulle clé ne peut les remonter. Les portes n'ont jamais été ouvertes et personne n'a jamais séjourné dans ces chambres. Toi et moi, nous allons passer encore quelques instants, puis ce sera fini, car bientôt il sera là. Il sera là, chuchota craintivement Danny, tandis que les coups irréguliers se rapprochaient. Son appréhension maîtrisée de tout à l'heure fit place à la plus folle des terreurs. Il comprenait maintenant ses grognements. Il reconnaissait la voix de ce monstre qui voulait se faire passer pour son père, mais qui, il le savait à présent, n'en était qu'une imitation grossière et grand-guignolesque. « Tu es venu ici de toi-même parce que tu savais. »« Oh, Tony, est-ce que c'est mon papa ?» s'écria Danny. « Est-ce que c'est mon papa qui vient me chercher ?» Tony ne répondit pas, mais Danny n'avait pas besoin d'une réponse. Il savait. Un bal masqué cauchemardesque se tenait ici depuis des années, et petit à petit, secrètement, silencieusement, un pouvoir maléfique s'était emparé de ces lieux. Fallait-il parler de force, de présence ou d'esprit? Peu importaient les mots. Pour se cacher, le mal pouvait emprunter 1000 masques, et maintenant, afin d'enlever Danny, il se dissimulait derrière le visage de papa, il imitait sa voix et portait ses vêtements. Mais ce n'était pas son papa. Ce n'était pas son papa. Tony avait surgi devant lui. Danny, qui le regardait de près pour la première fois, reconnut le jeune homme qu'il serait dans 10 ans. Il avait les mêmes yeux sombres, bien écartés, le même menton volontaire, la même bouche finement dessinée. Ses cheveux étaient blonds comme ceux de sa mère, et pourtant ses traits portaient l'empreinte Torrance. Tony, le Daniel Anthony Torrance que Danny deviendrait un jour, tenait à la fois du père et du fils. « Tu dois essayer de les aider, dit Tony. Mais ton père, il est passé du côté de l'hôtel maintenant, et c'est lui qui l'a voulu. Mais l'hôtel ne se contentera pas de rallier ton père, c'est surtout toi qui leur fait envie. » En passant près de lui, Tony s'enfonça dans les ténèbres. « Attends !» cria Danny. « Il n'est plus très loin maintenant, dit Tony, s'éloignant toujours. Il faudra que tu te sauves, que tu te caches. Ne le laisse pas s'approcher de toi. Fuis-le comme la peste. »« Mais Tony, je ne le pourrai pas. »« Mais si, tu as déjà commencé à le faire, dit Tony, et tu te souviendras de ce que ton père a oublié. » Tony avait maintenant disparu. Alors il entendit la voix de son père, toute proche maintenant, qui l'appelait sur un ton faussement câlin. « Danny ? N'aie pas peur, prof. Ça ne sera qu'une toute petite fessée, c'est tout. Viens la recevoir comme un homme, et nous n'en parlerons plus. Nous n'avons pas besoin d'elle, prof. Rien que toi et moi, d'accord ? Quand nous en aurons fini avec cette petite fessée, il n'y aura plus que toi et moi. » Danny s'enfuit à toutes jambes. La rage contenue du monstre explosa, faisant voler en éclats sa feinte bonhomie. « Viens ici, petit merdeux, tout de suite !» Haletant, Danny s'engouffra dans un long couloir, puis dans un autre, et grimpa un escalier. Au fur et à mesure qu'il courait, les murs qui tout à l'heure lui avaient paru si hauts regagnaient leurs proportions normales. La moquette retrouvait son aspect familier, un entrelac de guirlandes noires sur un fond bleu nuit. Il y avait de nouveau des numéros sur les portes, et derrière elle, la grande soirée qui réunissait des générations de clients battait son plein. Autour de lui, l'air vibrait sous l'écho inlassable des coups de maillet s'abattant sur les murs. Il eut l'impression d'avoir crevé une fine membrane sensorielle, de remonter dans le temps. Il se trouvait à présent dans le couloir devant la suite présidentielle au 3e étage. Près de lui, jetés l'un sur l'autre, les cadavres sanglants de 2 hommes en complet veston et cravate étroite, qui avaient été abattus à coups de revolver, se mirent à remuer et à se dresser. Il allait pousser un cri, mais il se retint. « Vous n'êtes que des fantômes, vous n'existez pas !» Le tableau se fana devant ses yeux, comme une vieille photographie, et disparut. Le bruit sourd des coups du maillet montait toujours d'en bas. Son père, investi par l'autel de ses pouvoirs diaboliques, le cherchait. Tout à coup, une porte s'ouvrit derrière lui, et le corps décomposé d'une femme parut. Vêtue d'une longue robe de soie pourrie, ses doigts jaunis et crevassés chargés de bagues recouvertes de verre de gris, elle se déhanchait d'une façon obscène.
De grosses guêpes se promenaient paresseusement sur son visage. « Entre, lui chuchota-t-elle, souriant de ses lèvres noires. « Entre, et nous danserons le tango. »« Vous êtes un fantôme, lança-t-il rageusement. Vous n'existez pas. » Effrayée, elle recula et disparut. Une voix cria. « Où es-tu » C'était la sienne. Il se parlait à lui-même. Il continuait d'entendre les cris du monstre à la voix familière qui le cherchait à présent au premier étage. Puis il remarqua un bruit insolite. C'était un vrombissement aigu, un moteur qui s'approchait. Danny retint son souffle. Était-ce Dick, ou encore un mirage suscité par l'hôtel? Il espérait de toutes ses forces que ce fût vraiment Dick, mais il n'osait pas y croire. Il battit en retraite dans le couloir principal, puis s'engagea dans un couloir transversal. Les portes verrouillées semblaient le regarder de haut d'un air désapprobateur, comme elle l'avait fait dans ses rêves, mais ce n'était plus un rêve. Il bifurqua à droite, puis le cœur battant s'arrêta net. Un souffle d'air chaud lui caressait les chevilles. Les bouches d'aération, pensa-t-il, ce doit être le jour où papa chauffe l'aile ouest. Tu te souviendras de ce que ton père a oublié. Mais de quoi s'agissait-il? Il lui semblait être à deux doigts de le savoir. Serait-ce quelque chose qui allait leur sauver la vie à maman et à lui? Pourtant, Tony avait dit qu'il ne devait désormais compter que sur lui-même. Alors, qu'est-ce que ça pouvait bien être? Il s'accroupit contre le mur et essaya désespérément de réfléchir. C'était si difficile. L'hôtel essayait sans cesse de s'insinuer dans son esprit, d'en chasser toute autre pensée que celle de ce monstre qui faisait voler son maillet de tous côtés, déchiquetant la tapisserie, arrachant des nuages de plâtre. « Aide-moi, murmura-t-il. Tony, aide-moi !» Tout à coup, il s'aperçut qu'un silence de mort s'était fait dans l'hôtel et que le bruit du moteur s'était tu. Ce n'avait donc été qu'une illusion de plus. Le brouhaha de la fête aussi s'était brusquement arrêté, et on n'entendait plus que les hurlements du vent. Soudain, l'ascenseur se mit à ronronner. Il montait. Et Danny savait qui se trouvait à l'intérieur. D'un bond, il fut sur ses pieds. La panique lui étreignait le cœur. Pourquoi Tony l'avait-il envoyé au 3e étage? Maintenant, il était pris au piège. Toutes les portes étaient fermées. Il n'y avait pas d'issue. Le grenier. Il y avait un grenier, il s'en souvenait. Il avait accompagné son père le jour où celui-ci avait amorcé les pièges à rats. Mais Jack n'avait pas voulu l'y laisser monter, de peur qu'il se fasse mordre. La trappe qui donnait accès à ce grenier s'ouvrait dans le plafond du dernier petit couloir, tout au fond de l'aile ouest. Papa avait saisi la perche appuyée contre le mur, et avec elle avait poussé la trappe. Les contrepoids s'étaient mis à monter avec un petit bourdonnement mécanique. La trappe s'était soulevée, et une échelle était descendue. S'il pouvait grimper là-haut et tirer l'échelle derrière lui... Quelque part dans le labyrinthe de couloirs derrière lui, l'ascenseur s'arrêta. Dans un grand bruit de ferraille, la porte s'ouvrit, et une voix, qui n'était pas trop réelle cette fois-ci, l'appela. « Danny ? Danny, viens un instant ici. Viens ici un instant, veux-tu? Tu m'as désobéi, et je veux que tu viennes recevoir ta raclée comme un homme. Danny ? Danny !» L'obéissance était si profondément enracinée en lui qu'il fit machinalement 2 pas en direction de la voix, avant de réaliser ce qu'il faisait. Il serra les poings. « Vous n'êtes qu'un fantôme, vous n'existez pas. Je sais qui vous êtes. Ôtez votre masque. »« Danny !» rugit la voix. « Viens ici, sale garnement. Si tu ne viens pas tout de suite, tu t'en repentiras. » Le bruit caverneux des coups de maillet contre les murs reprit. La voix l'appela de nouveau, hurlant son nom. Elle s'était rapprochée. La chasse était lancée, exactement comme dans ses cauchemars. Seulement, ce n'était plus un rêve. Alors Danny s'enfuit à toutes jambes, et l'épaisse moquette étouffait le bruit de sa course. Il passa devant des portes fermées, devant la lance de l'extincteur fixée au mur, et arriva au petit couloir en cul-de-sac. Après un instant d'hésitation, il s'y élança. Au bout, il n'y avait pas d'issue, seulement une porte verrouillée. Mais la perche était encore là, appuyée au mur, exactement où papa l'avait laissée. Danny la saisit, et renversant sa tête en arrière, il examina la trappe. Il y avait un crochet au bout de la perche qu'il faisait glisser dans l'anneau fixé au milieu de la trappe. Il fallait... Mais un cadenaillat flambant neuf était passé dans l'anneau. C'était Jack qui, après avoir posé ses pièges, l'y avait mis pour empêcher son fils d'aller fureter là-haut. La trappe était cadenassée. Une vague de terreur le submergea. Il entendait le monstre qui, tout en titubant et trébuchant, s'approchait toujours et faisait tournoyer son maillet. Il avait maintenant dépassé la suite présidentielle. Le dos contre la porte au fond du couloir, Danny attendit que le monstre parût. Chapitre 55. Ce qui avait été oublié.
Wendy reprit connaissance petit à petit. La grisaille se dissipa, faisant place à la douleur. Son dos, ses côtes, sa jambe la faisaient atrocement souffrir, et elle crut qu'elle ne pourrait plus bouger. Mais ses doigts lui faisaient mal sans qu'elle comprît pourquoi. La lame de rasoir, voilà pourquoi. Ses cheveux collés et emmêlés lui pendaient devant les yeux. Elle les écarta d'une main, mais ce mouvement lui causa une douleur aiguë au niveau des côtes, et elle poussa un gémissement. Le matelas aux rayures bleues et blanches était taché de sang, le sien, ou peut-être celui de Jack. Du sang frais, en tout cas. Son évanouissement n'avait donc pas duré très longtemps, et c'était heureux parce que... Pourquoi? Parce que... D'abord elle se rappela le bourdonnement d'insectes d'un moteur. Son attention, comme hypnotisée, se fixa sur ce souvenir. Puis d'un seul coup, dans un flashback vertigineux, elle se souvint de ce qui s'était passé. Alors Anne, ça devait être alors Anne. Sinon, comment expliquer que Jack soit parti si précipitamment, sans achever sa besogne, sans l'achever, elle? S'il ne l'avait pas achevée, c'est qu'il n'en avait pas eu le temps. Il lui avait fallu trouver Danny rapidement, afin d'en finir avec lui avant qu'Aloran pût intervenir. Avait-il déjà mis son projet à exécution? Elle pouvait entendre le grincement de l'ascenseur qui montait. Le sang est tout frais. Oh mon Dieu, je vous en supplie, faites qu'il n'ait pas encore eu le temps. Elle réussit à se mettre sur ses pieds et à se frayer un chemin à travers les débris qui jonchaient le salon. Arrivée devant la porte fracassée, elle la poussa et sortit dans le couloir. « Danny !» appela-t-elle. « Monsieur Aloran, il y a quelqu'un ?» L'ascenseur avait fini sa course et elle entendit le fracas métallique de la porte en accordéon qu'on rabattait violemment. Il lui sembla que quelqu'un parlait, mais c'était peut-être que son imagination. Le vent soufflait trop fort pour qu'on pût rien affirmer avec certitude. S'appuyant contre le mur, elle gagna péniblement l'intersection des deux couloirs. Elle était sur le point de s'engager dans le grand couloir quand un cri venu de la cage d'escalier la cloua sur place. « Danny, viens ici, petit voyou! Viens recevoir ta raclée comme un homme !» C'était Jack. Il était monté au 2e ou au 3e étage et cherchait Danny. Elle s'engagea dans le grand couloir, trébucha et faillit tomber. Tout à coup, elle retint son souffle. Il y avait quelque chose, ou quelqu'un, écroulé au pied du mur, à quelques mètres de la cage de l'escalier. Elle hâta le pas, grimaçant de douleur chaque fois qu'elle s'appuyait sur sa jambe blessée. Elle finit par distinguer un homme, et quand elle se fut approchée davantage, elle comprit pourquoi il y avait eu ce bruit de moteur. C'était M. Aloran. Il était enfin arrivé. Doucement, elle s'agenouilla à côté de lui, priant le ciel qu'il ne fût pas mort. Son nez saignait et un gros jet de sang avait maculé sa bouche. Tout un côté de son visage n'était plus qu'un énorme hématome violacé, mais grâce à Dieu, il respirait, et son souffle strident faisait trembler son corps à chaque inspiration. Elle remarqua avec étonnement que son anorak avait une manche roussie et qu'il était déchiré du haut en bas. Il avait du sang dans les cheveux et une vilaine égratignure à l'arrière du cou. Mais, mon Dieu, que lui est-il arrivé? « Danny !» La voix rauque et rageuse rugissait à l'étage. « Sors de là, immédiatement, nom de Dieu !» Ce n'était pas le moment de se poser des questions. Elle se mit à secouer Aloran. À chaque mouvement de ses côtes cassées, d'intolérables élancements la transperçaient. Elle avait maintenant l'impression d'avoir tout le côté enflé, durci et brûlant. Et si c'est mon poumon qu'elle touche à chaque fois que je bouge? Mais il n'y avait pas de temps à perdre. Si Jack trouvait Danny, il le tuerait à coups de maillet comme il avait essayé de le faire avec elle. Elle secoua de nouveau Aloran et se remit à tapoter doucement sa joue intacte. « Réveillez-vous, dit-elle. Monsieur Aloran, il faut vous réveiller, je vous en supplie. » Là-haut, Jack Torrance cherchait toujours son fils, et elle pouvait entendre les coups de maillet qui retentissaient au-dessus de sa tête. Adossé contre la porte, Danny avait les yeux braqués sur le carrefour des deux couloirs. Les coups de maillet qui s'abattaient à intervalles irréguliers se faisaient plus forts, plus proches. Rêve et réalité étaient devenus indissociables. Le monstre déboucha du grand couloir. À le voir, Danny éprouva une sorte de soulagement. Ce n'était pas son père. Ce monstre sorti d'un film d'horreur, roulant des yeux, le dos voûté, la chemise ensanglantée n'avait rien à voir avec son papa. Il n'avait plus aucun doute là-dessus. « À nous deux, maintenant, fiston !» soufflait l'autre en essuyant les lèvres d'une main tremblante. « Tu vas voir qui commande ici. Ce n'est pas toi qu'ils veulent, c'est moi. Moi !» Il fit siffler le maillet dont toute la tête, déchiquetée par des coups et réduite en une masse informe, s'abattit contre le mur, découpant une rondelle de soie, soulevant une bouffée de poussière de plâtre. Le monstre se mit à ricaner. « Allons, montre-moi un de tes tours de passe-passe, marmonna-t-il. Je ne suis pas né d'hier, tu sais. Je ne suis pas tombé de la dernière pluie, et je connais mon devoir de père, fiston. »
Vous n'êtes pas mon père, répliqua Danny. Le monstre s'arrêta et parut hésiter, comme s'il n'était plus très sûr de sa propre identité. Puis il se ressaisit, reprit sa marche en avant et frappa au passage le panneau d'une porte qui résonna avec un bruit creux. « Tu mens, dit-il. Qui veux-tu que je sois? J'ai les 2 marques de naissance de ton père, son nombril convexe et même sa queue, fiston. Demande à ta mère. »« Vous n'êtes qu'un imposteur, dit Danny. Un masque. La seule raison qui pousse l'hôtel à se servir de vous, c'est que vous n'êtes pas encore mort comme les autres. Mais quand il en aura fini avec vous, vous ne serez plus rien du tout. Vous ne me faites pas peur. »« Ah, je ne te fais pas peur, cria le monstre. Le maillet fendit l'air rageusement et s'écrasa sur la moquette entre les pieds de Danny, qui ne brancha pas. Tu m'as menti, tu as conspiré avec elle. Vous avez comploté contre moi, et à l'examen, tu as triché, tu as copié. Sous ses sourcils broussailleux, ses yeux déments étincelaient, illuminés d'une lueur rusée. Je la retrouverai d'ailleurs. C'est au sous-sol, quelque part. Je la trouverai. Ils m'ont promis que je pourrais regarder tout ce que je voudrais. Il leva le maillet de nouveau. Oui, ils vous l'ont promis, dit Danny. Mais ils mentent. Le maillet levé pour frapper resta suspendu. Alors Anne commençait à reprendre connaissance et Wendy avait cessé de lui tapoter la joue. Ils avaient entendu « Tu as triché à l'examen, tu as copié ». Paroles à peine audibles qui, à travers les hurlements du vent, leur étaient parvenues par la cage d'ascenseur. Wendy était quasiment certaine qu'ils étaient au 3e étage et que Jack, ou la puissance qui s'était emparée de lui, avait trouvé Danny. Ni elle ni Aloran ne pouvaient plus rien à présent. « Oh, prof, murmura-t-elle. Les larmes lui brouillèrent la vue. « Ce salaud m'a cassé la mâchoire, marmonna Aloran d'une voix indistincte. « Oh, ma tête !» Il réussit à s'asseoir. Son œil droit, tout violacé et très enflé, était presque complètement fermé, mais il put distinguer Wendy. « Mrs. Torrance ?»« Chut, dit-elle. »« Où est l'enfant, Mrs. Torrance ?»« Au 3e étage, dit-elle, avec son père. »« Ils mentent, répéta Danny. Une pensée venait de lui traverser l'esprit comme un météore, trop rapide, trop éblouissante pour être saisie. Il ne put en retenir que quelques mots. « C'est quelque part au sous-sol. Tu te souviendras de ce que ton père aura oublié. »« Tu ne devrais pas parler comme ça à ton père, dit le monstre d'une voix rauque. Le maillet trembla au bout de son bras, puis il l'abaissa. « Tu ne fais qu'aggraver ton cas. Ta punition n'en sera que plus sévère. » Les yeux braqués sur Danny, il avança d'une démarche d'ivrogne, et la pitié larmoyante qu'il éprouvait pour lui-même se transforma en haine. Il leva de nouveau le maillet. « Vous n'êtes pas mon père, lui cria de nouveau Danny. Et s'il vous reste quelque chose de mon père, vous devez bien savoir qu'il vous mente. Tout ce qu'il vous raconte, ce sont des mensonges, comme les dés truqués que mon papa m'avait mis dans la chaussette de Noël l'an dernier, ou comme les faux cadeaux qu'on met dans les vitrines. Les boîtes sont vides, il n'y a rien dedans. Elles ne sont là que pour la frime, comme dit mon papa. Vous êtes comme eux. Vous aussi, vous n'êtes que de la frime. Vous n'êtes pas mon papa. Et quand vous aurez obtenu ce que vous voulez, vous ne donnerez rien à mon papa parce que vous êtes égoïste. Et mon papa le sait. Il a fallu que vous le fassiez boire pour arriver à vos fins. Il n'y a que comme ça que vous avez pu vous emparer de lui. Vous n'êtes qu'un imposteur. « Menteur! Menteur !» criait le monstre d'une voix de fausset. Le maillet s'agitait follement en l'air. « Allez-y, frappez-moi, mais vous n'obtiendrez jamais ce que vous voulez de moi. » Alors une transformation mystérieuse se produisit chez le monstre. Ses traits, sans se modifier, redevinrent humains. Le corps frissonna légèrement, les mains ensanglantées s'ouvrirent comme des griffes brisées, lâchant le maillet qui tomba à terre. Ce fut tout. Brusquement, son père avait réintégré ce corps, et il regardait Danny d'un air si profondément malheureux que Danny en eut le cœur serré de pitié. D'une voix tremblante, Jack lui parla. « Prof, dit-il, sauve-toi, vite, et souviens-toi de l'amour que j'ai pour toi. »« Non, je veux rester avec toi, protesta Danny. »« Oh, Danny, pour l'amour du ciel, sauve-toi. »« Non !» Il prit une des mains ensanglantées de son père et l'embrassa. « C'est presque fini maintenant. » En s'appuyant le dos contre le mur, Aloran réussit à se mettre debout. Wendy et lui avaient l'air des derniers survivants dans un hôtel bombardé. « Il faut monter là-haut, dit Aloran. Il faut l'aider. » Le visage blanc comme un linge, elle fixait sur lui des yeux hagards. « Il est trop tard, dit Wendy. Personne ne peut l'aider à présent. » 1 minute, 2 minutes s'écoulèrent, puis 3. Enfin, ils entendirent un cri, non pas un cri de rage ni de triomphe, mais de terreur. « Grand Dieu !» chuchota Aloran. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Je ne sais pas, dit-elle. L'a-t-il tué ? Je ne sais pas. »
L'ascenseur se remit en marche et ils l'entendirent redescendre, puis le virent passer sans s'arrêter au premier. À travers la grille, ils avaient aperçu le monstre qui hurlait et gesticulait. Danny restait immobile. Il n'y avait pas d'endroit où il aurait pu fuir l'hôtel. Il en avait pris conscience tout à coup et sans souffrance. Pour la première fois de sa vie, il avait eu une pensée d'adulte, fruit amer des épreuves qu'il avait affrontées depuis qu'il était arrivé à l'Overlook. « Maman et papa ne peuvent plus m'aider. Je suis tout seul. »« Allez-vous-en, dit-il à l'étranger sanglant devant lui. Allez-vous-en, fichez le camp. » L'étranger se baissa, exposant le manche de couteau planté dans son dos. Ses mains agrippèrent le maillet, mais au lieu de le brandir contre Danny, il le retourna contre lui-même et se frappa en plein visage. Danny comprit en un éclair ce qui allait se passer. Le maillet se mit à monter et à descendre, détruisant tout ce qui restait de Jack Torrance. Le monstre gigotait comme s'il exécutait au rythme des coups de maillet une danse macabre. Du sang giclait sur la tapisserie murale, des esquilles d'os volaient en l'air comme des touches de piano cassées. Nul n'aurait pu dire combien de temps cela dura. Quand il eut fini et qu'il leva de nouveau ses yeux vers Danny, il ne restait plus rien de Jack Torrance dans ce visage. À la place, Danny découvrit un visage composite où se mêlaient sans se confondre la femme de la chambre 217, l'homme-chien et le mystérieux enfant qui, dans le tunnel en ciment, l'avait supplié de le suivre. « Ôtons les masques, » murmura le monstre, « et que l'on ne nous dérange plus. » Le maillet s'éleva une dernière fois et allait s'abattre quand tout à coup Danny entendit un tic-tac. Alors il se souvint de ce que son père avait oublié. Une expression de triomphe illumina son regard. Le monstre s'en aperçut et hésita, perplexe. « La chaudière !» cria Danny. « On n'a pas baissé la pression depuis ce matin. Elle va exploser. » Les traits informes du monstre se figèrent en un masque de terreur grotesque. Le maillet lui échappa des mains et rebondit inoffensif sur la moquette bleue et noire. « La chaudière !» hurla-t-il. « Ah non, ça ne se passera pas comme ça. Certainement pas. Non, maudit enfant, ce n'est pas possible. »« Si, c'est possible, » lui cria Danny au visage. Il se mit à trépigner de joie et à secouer le poing devant le visage du monstre. « Elle va exploser d'une minute à l'autre, je le sais. Ce que papa avait oublié, c'était la chaudière. Et vous aussi, vous l'avez oublié. »« Ah non, pas si vite, sale petit voyou. Tu vas d'abord recevoir ta correction. Je vais te régler ton compte. La chaudière n'explosera pas. C'est impensable, non ?» Il virevolta brusquement et s'éloigna de sa démarche titubante. Il n'était plus qu'une ombre, dansant sur les murs, qui laissait derrière lui, comme des serpentins fanés, une traînée de cris. Quelques instants plus tard, l'ascenseur se mit à descendre. Danny eut une vision. Maman, monsieur Halloran, Dick pour les amis, sont tous les deux ensemble en bas. Il faut s'en aller d'ici tout de suite. L'hôtel va exploser. Il va partir en fumée. Ce fut comme un lever de soleil incandescent. Danny s'enfuit à toutes jambes, et son pied heurta au passage le maillet de roc ensanglanté. Il n'y fit pas attention. Il gagna l'escalier. Il pleurait. Il fallait absolument qu'il quitte l'hôtel. Il n'avait pas une seconde à perdre. Chapitre 56. L'explosion. Plus tard, Halloran n'arriva jamais à se rappeler le déroulement exact des événements qui suivirent. L'ascenseur était redescendu, passant devant eux sans s'arrêter. Il y avait quelqu'un dans la cabine, mais il n'avait pas osé regarder par la petite lucarne en losange de la porte, car les cris que poussait la créature n'avaient rien d'humain. Un instant après, ils entendirent des pas précipités dans l'escalier, et Wendy Torrance se serra contre lui, craignant le pire. Mais dès qu'elle aperçut celui qui descendait, elle se dressa et courut vers l'escalier aussi vite qu'elle put. « Danny, Danny, oh Dieu soit loué !» Frémissante tout à la fois de joie et de douleur, elle prit l'enfant dans ses bras et l'étreignit. « Danny !» Halloran fut frappé de voir combien l'enfant avait changé. Il avait le teint pâle, les traits tirés, et son regard exprimait quelque chose de profond, d'incommunicable. Il semblait avoir maigri. À les voir l'un après l'autre, Halloran se dit que c'était la mère qui paraissait la plus jeune des deux, malgré les terribles coups qu'elle avait reçus. « Dick, il faut partir, courir, l'hôtel, il va. »« Oui, d'accord, répondit Halloran. Mais quand il voulut s'approcher d'eux, il éprouva une sorte de lassitude, comme s'il essayait de nager à contre-courant. Il semblait avoir perdu le sens de l'équilibre et ne voyait plus clair de son œil droit. Des douleurs lancinantes irradiaient dans tout le côté droit du visage, de la mâchoire jusqu'aux tempes et le long du cou. Sa joue enflée lui semblait avoir atteint la taille d'un chou, mais l'avertissement pressant de l'enfant l'avait secoué et il finit par se mouvoir avec plus de facilité. « D'accord ?» demanda Wendy. Son regard alla d'Halloran à Danny, puis retourna vers Halloran. « Que voulez-vous dire par là ?»
Il faut partir, expliqua alors Anne. Mais je ne suis pas habillée, dit Wendy. Mes vêtements. Alors Danny se libéra de son étreinte et se précipita dans le couloir. C'est la chaudière, n'est-ce pas demanda Wendy. Oui, madame. Danny dit qu'elle va exploser. Tant mieux. Ces paroles furent prononcées avec la froideur implacable d'une sentence de mort. Je ne sais pas si j'arriverai à descendre ces escaliers. Mes côtes. Il m'a cassé les côtes. Et j'ai une douleur dans le dos. Oh, vous y arriverez, dit alors Anne. Nous y arriverons tous. Danny revint avec les bottes, le manteau et les gants de Wendy, ainsi que ses propres gants et son manteau. Danny, dit-elle, et tes bottes? C'est trop tard, dit-il, les fixant avec une sorte de frénésie désespérée, et alors Anne, sondant ce regard, y découvrit l'image d'une pendule sous un globe de verre. C'était la pendule du dancing qu'un diplomate suisse avait offerte à l'hôtel en 1949. Ses aiguilles marquaient minuit moins une. « Oh, mon Dieu !» s'écria alors Anne. « Mon Dieu !» D'un bras, il enlaça Wendy par la taille et la souleva. De l'autre, il fit de même avec Danny et courut vers l'escalier. Quand il lui serra les côtes, elle sentit que quelque chose se déboîtait dans sa colonne vertébrale et poussa un cri. Mais alors Anne ne ralentit pas. Il dévala l'escalier avec son double fardeau, avec son œil droit tout enflé qui n'était plus qu'une fente et le gauche dilaté par l'énergie du désespoir. Il ressemblait à un pirate borgne enlevant des otages qui rapporterait une bonne rançon. Tout à coup, il eut le pressentiment de ce que Danny avait voulu dire en affirmant qu'il était trop tard. Il sentait l'explosion qui se préparait au sous-sol et qui allait pulvériser l'hôtel avec tout ce qu'il contenait. Il hâta encore le pas et fonça à travers le hall vers la porte d'entrée. Entre-temps, au sous-sol, la créature se précipitait vers la chaufferie qu'éclairait la pâle lueur jaunâtre d'une ampoule unique. Elle écumait de rage. Elle avait été à deux doigts de s'emparer de l'enfant et de son extraordinaire pouvoir, et voilà qu'à présent, elle risquait de tout perdre. Non, elle ne le permettrait pas. Après avoir baissé la pression de la chaudière, elle retrouverait l'enfant et lui infligerait un châtiment exemplaire. « Il ne faut pas que l'hôtel explose !» s'écria-t-elle. « Oh non, il ne le faut pas. Ça ne finira pas comme ça. » Elle arriva près de la chaudière dont le corps cylindrique rougeoyait déjà. Dans un vacarme de sifflements et de grondements, elle crachait de tous côtés des jets de vapeur, et l'aiguille du manomètre était déjà au bout du cadran. « Non, ça ne se passera pas comme ça !» hurla le gardien manager. Et les mains de Jack, insensibles à la douleur, saisirent la manette, qui, chauffée à blanc, s'enfonça dans les chairs grésillantes comme une roue dans une ornière. La manette céda, et avec un cri de triomphe, la créature l'ouvrit à fond. Un énorme jet de vapeur jaillit en rugissant comme une armée de dragons. Avant que le cadran eût complètement disparu dans le nuage de vapeur, le monstre eut le temps de voir que l'aiguille avait commencé à baisser. « J'ai gagné !» s'écria-t-il, donnant libre cours à une joie sauvage. Il se mit à se trémousser tout en agitant ses mains fumantes au-dessus de sa tête. « J'ai gagné! Il n'était pas trop tard !» Il poussa un cri inarticulé de triomphe qui fut aussitôt couvert par une détonation assourdissante. La chaudière de l'Overlook avait explosé. Alors Anne déboucha sur le porche et s'engagea dans la tranchée ouverte à travers les congères. Il distingua nettement les animaux de buis, et juste au moment où il se rendit compte que, comme il le craignait, il leur barrait la route, l'hôtel explosa. Sur le coup, alors Anne avait eu l'impression que tout était arrivé en même temps, qu'au lieu d'une suite logique, qu'il y avait eu un télescopage, un chevauchement de l'action. Mais plus tard, à la réflexion, il réussit à rétablir la suite des événements. Il y eut d'abord une longue détonation, une sorte de grondement monocorde. Boum! Puis un souffle d'air chaud les propulsa vers l'avant sans violence, et ils se retrouvèrent tous les trois au pied de l'escalier, dans la neige. Les fenêtres de l'Overlook volèrent en éclats, et dans le dancing, le globe en verre qui abritait la pendule sur la cheminée se brisa en deux et tomba par terre. Le tic-tac de la pendule s'arrêta, rouage et balancier s'immobilisèrent. Dans la chambre 217, la baignoire se fendit en deux, laissant échapper un filet d'eau puante et verdâtre. La tapisserie murale de la suite présidentielle s'embrasa. À l'entrée du Colorado Bar, les gonds de la porte cédèrent et les deux battants s'effondrèrent. Au sous-sol, au-delà du passage voûté, les énormes piles de vieux papiers s'enflammèrent et se consumèrent dans un sifflement de lampe à souder. L'eau bouillante de la chaudière inondait le brasier sans parvenir à l'éteindre. Comme un tas de feuilles d'automne qu'on brûle sous un nid de guêpes, les papiers s'envolèrent en se carbonisant. L'explosion de la chaudière fracassa les poutres du plafond qui s'écrasèrent à terre comme des os de dinosaures. L'arrivée du gaz, que plus rien n'arrêtait, se transforma en une colonne de feu qui creva le parquet du hall et monta en rugissant vers le premier étage. L'incendie gagna la moquette de l'escalier, et les flammes se mirent à bondir de marche en marche, pressées d'annoncer la terrible nouvelle.
Une série d'explosions en chaîne achevèrent d'éventrer l'hôtel. Le lustre de la salle à manger, une bombe en cristal qui devait peser 100 kilos, se décrocha et s'écrasa dans un fracas de verre brisé, envoyant rouler les tables dans tous les sens. Les 5 cheminées de l'Overlook crachaient des flamèches vers le plafond de nuages que le vent effilochait. « Non, pas ça, non !» La créature n'avait plus de voix. Elle seule entendait ses cris de rage impuissante, ses cris de terreur, ses malédictions. Elle se dissolvait, se défaisait, se vidait de son intelligence et de sa volonté. Elle cherchait désespérément à fuir, mais il n'y avait plus qu'une issue pour elle, l'anéantissement. La fête était terminée. Chapitre 57. Le départ. L'explosion secoua toute la façade de l'hôtel, et une pluie de débris de verre s'abattit sur la neige, scintillant comme autant d'éclats de diamants. « Dick, Dick !» cria Danny. Il essayait de soutenir sa mère et de l'aider à gagner le scooter. Les affaires qu'il était allé chercher avant de quitter l'hôtel gisaient, dispersées derrière eux. Alors Anne réalisa tout d'un coup que Wendy ne portait sur sa chemise de nuit qu'une robe de chambre, et que Danny était sans veste alors qu'il gelait à pierre fendre. « Mon Dieu, elle est pieds nus !» Il rebroussa chemin, ramassa le manteau et les bottes de Wendy, ainsi que le manteau et les gants de Danny, et revint en courant, s'enfonçant parfois dans la neige jusqu'au haut des cuisses. Wendy était d'une pâleur effrayante, et sur son cou le sang commençait à geler. « Je ne peux pas, marmonna-t-elle. Elle n'était plus qu'à demi consciente. « Non, je ne peux pas, désolé. » Danny regarda alors Anne d'un air suppliant. « Ça va aller, dit alors Anne en la soutenant de nouveau par la taille. « Allons-y !» Ils réussirent tous les trois à rejoindre le scooter. Alors Anne installa Wendy sur le siège du passager et l'enveloppa de son manteau. Il souleva ses pieds, qui étaient déjà glacés mais pas encore gelés, et les frictionna énergiquement avec la veste de Danny, puis les enfila dans ses bottes. Wendy, pâle comme la mort, le regard hébété sous ses paupières mi-closes, se mit enfin à frissonner. Alors Anne pensa que c'était bon signe. Derrière eux, 3 détonations ébranlèrent l'hôtel, illuminant la neige d'éclairs orange. Danny cria quelque chose à l'oreille d'Aloran. « Quoi ?»« J'ai dit, est-ce que vous avez besoin de ça ?» L'enfant montrait le jerrycan rouge planté dans la neige. « Oh, je pense que oui !» Il alla le ramasser, le secoua. Il y avait encore de l'essence, mais il ne savait pas combien. Il essaya d'attacher le jerrycan à l'arrière du scooter, mais dut s'y reprendre à plusieurs fois, car ses doigts commençaient à s'engourdir. « Monte !» cria Aloran à Danny. Danny recula. « Nous allons mourir de froid !»« Il faut aller à la remise chercher les tapis de sel, dit Aloran. Monte derrière ta mère. » Danny grimpa sur le scooter et Aloran s'adressa à Wendy. « Madame Torrance, accrochez-vous à moi. Est-ce que vous avez compris? Accrochez-vous bien. » Elle l'encercla de ses bras et posa sa joue contre son dos. Aloran mit le moteur en marche et tourna lentement la manette des gaz pour que le départ ne soit pas trop brutal. Wendy n'avait pas la force de se tenir solidement à lui, et si elle venait à tomber, elle entraînerait Danny dans sa chute. Le scooter démarra et fit demi-tour vers la remise. Pendant un instant, ils purent voir clairement l'intérieur du hall de l'Overlook. Le jet de feu qui montait à travers le plancher crevé ressemblait à la flamme d'une bougie géante. Jaune soufre au centre, délicatement ourlé de bleu sur les bords, qui aurait été là pour éclairer et non pour détruire. Ils aperçurent le bureau de réception avec sa clochette en argent, les décalcomanies de cartes de crédit sur la vitre, la vieille caisse ornée de volutes, les petits tapis à dessin, les chaises montantes, les repose-pieds en crin. Danny reconnut le petit canapé à côté de la cheminée où 3 religieuses s'étaient assises le jour de leur arrivée, c'est-à-dire le jour de la fermeture de l'hôtel. Mais la véritable fermeture, c'était aujourd'hui. Pour se protéger du vent, Wendy pressait son visage contre le dos d'Aloran, et Danny en faisait autant contre celui de sa mère, si bien qu'Aloran fut le seul témoin de la dernière scène, et il n'en parla jamais. Il crut distinguer une grande forme noire qui s'échappait de la fenêtre de la suite présidentielle. Elle plana un instant devant l'hôtel, pareille à quelque mante géante, puis, happée par le vent, elle se déchira comme une feuille de vieux papier, et ses lambeaux furent emportés par un tourbillon de fumée. L'instant d'après, elle avait disparu sans laisser de traces. Peut-être n'avait-elle été après tout qu'un nuage de fumée ou un morceau de papier peint déchiré, ballotté par le vent. Peut-être n'y avait-il rien eu d'autre que l'Overlook transformé en bûcher et flambant au cœur de la nuit. Alors Anne avait à son trousseau une clé du cadenas de la remise, mais il s'aperçut rapidement qu'il n'en aurait pas besoin. La porte était entrebâillée, le cadenas ouvert suspendu par sa tige. « Je ne veux pas y entrer, chuchota Danny. « Ça ne fait rien, dit alors Anne. Reste ici avec ta maman. Il y avait autrefois une pile de vieux tapis de sel ici,
Ils sont probablement tout mités, mais avec eux nous ne mourrons pas de froid au moins. Madame Torrance, vous êtes toujours éveillée? Je ne sais pas, répondit Wendy d'une voix éteinte. Je crois que oui. Bien, ça ne prendra qu'une minute. Reviens vite, chuchota Danny. Je t'en prie. Alors Anne poussa la porte de la remise et pénétra à l'intérieur. Les tapis de sel se trouvaient toujours au même endroit, à côté du jeu de roc. Il en prit 4. Il sentait le moisi, et les mythes, de toute évidence, s'en étaient donnés à cœur joie. Puis marqua une hésitation. Un des maillets de roc manquait. Est-ce avec ça qu'il m'avait frappé? Bon, et après? Quel besoin avait-il de savoir avec quoi on l'avait frappé? Pourtant, sa main monta machinalement vers son visage et tâta l'énorme enflure qui y prenait tout un côté. Un seul coup de ce maillet avait réussi à ficher en l'air 600 $ de soins dentaires. Il ne pouvait malgré tout s'empêcher de regarder avec une sorte de fascination la place vide dans le porte-maillet. Il se mit à rêver au claquement sec que la tête du maillet devait faire en frappant la boule de bois. Un flot d'images lui envahit l'esprit, des esquilles d'os, des éclaboussures de sang. Pourtant le jeu de roc évoquait plutôt le thé glacé, des balançoires sur un porche, des dames en chapeau de paille blanc, le bourdonnement des moustiques, et de vilains petits garçons qui trichent. Oui, c'était vraiment un jeu agréable, un peu démodé, mais agréable. Dick lui souffla une petite voix grêle et géniarde, passablement déplaisante. « Qu'est-ce qui t'arrive, Dick? Allons, viens. Dépêche-toi, je t'en prie. Allons, dépêche-toi, négro, ton maître t'appelle. » Sa main se referma sur le manche de l'un des maillets, et il éprouva une sensation délicieuse. « Qui aime bien châtie bien, dit le proverbe. » Dans la nuit scintillante de flammes, une étrange lueur passa dans son regard. En fait, ce serait un service à leur rendre. Elle était drôlement amochée, elle souffrait, et c'était presque entièrement, tu veux dire, la faute à ce maudit garnement. N'avait-il pas abandonné son propre père dans la fournaise? À bien y réfléchir, c'était quasiment un meurtre. On appelait ça le patricide. C'était vraiment dégoûtant. « Monsieur Halloran ?» C'était la voix de Wendy, faible, énervante. Il n'aimait pas beaucoup cette voix-là. « Dick !» L'enfant, pris de panique, sanglotait. Alors Anne tira le maillet de son support et se dirigea vers le faisceau de lumière blanche que déversait le phare du scooter. Il avança vers la porte d'une démarche traînante de jouets mécaniques. Subitement, il s'arrêta, regarda avec stupéfaction le maillet dans ses mains et se demanda avec un sentiment d'horreur croissant ce qu'il avait voulu faire. Avait-il vraiment songé à les assassiner? Cependant, une voix furieuse le somma d'agir. « Mais vas-y, bon Dieu! Montre donc que tu as des couilles au cul! Tue-les tous les deux !» Étouffant un cri de terreur, il jeta derrière lui le maillet qui alla s'écraser dans un angle à côté des tapis de sel. Son manche pointé vers lui semblait l'inviter au meurtre. Alors il s'enfuit. Danny était assis sur le siège du scooter et Wendy avait passé ses bras autour de lui, mais elle était si faible qu'elle le tenait à peine. Son visage ruisselait de larmes et il tremblait comme s'il était saisi d'un accès de fièvre. « Où étais-tu? Nous avons eu si peur, dit-il en claquant des dents. « C'est effectivement un endroit à faire peur, dit alors Anne lentement. Même si l'hôtel brûle jusqu'aux fondations, ce n'est pas demain que je remettrai les pieds par ici. Tenez, Madame Torrance, mettez ça autour de vous. Je vais vous aider. Toi aussi, Danny, tâche de te déguiser en arabe. Et maintenant, accrochez-vous de toutes vos forces, dit-il. Nous avons encore un long chemin à faire, mais le pire est derrière nous à présent. » Il contourna la remise et prit la direction de la route. L'Overlook flambait comme une torche dans le ciel. L'incendie avait ouvert dans ses flancs des trous béants. À l'intérieur, un feu d'enfer faisait rage, et la neige fondue tombait du bord du toit carbonisé en cascade fumante. Le scooter descendit la pelouse qui s'étendait devant l'hôtel, trouvant sans peine son chemin dans la lueur de l'incendie qui faisait rougeoyer les monticules de neige. « Regarde !» s'écria Danny au moment où Halloran ralentissait en arrivant devant la grande grille. Il montrait du doigt le terrain de jeu. Les animaux de buis étaient tous revenus à leur place, mais ce n'étaient plus que des carcasses noircies. L'entrelac ligneux de leurs branches mortes se détachait nettement sur un fond d'incendie, et leurs petites feuilles jonchaient le sol comme des pétales fanés. « Ils sont morts !» cria Danny dans un paroxysme de joie triomphale. « Morts! Ils sont morts !»« Chut !» dit Wendy. « Calme-toi, chérie, tout va bien. »« Hé, prof !» dit Halloran. « Si on allait se dénicher un petit coin tranquille au soleil, ça te dirait ?»« Oh oui !» chuchota Danny. « Ça fait si longtemps que j'en rêve. » Le scooter se faufila entre la grille et le pilier, puis s'engagea sur la route en direction de Sidwinder. Le bruit du moteur s'éloigna et se perdut bientôt dans les grondements incessants du vent. Par moments, l'incendie semblait être sur le point de s'éteindre, puis il repartait de plus belle,
mêlant ses crépitements au bruissement mélancolique des buis dénudés. Quelque temps après que le scooter eut disparu, le toit de l'Overlook s'effondra, d'abord dans l'aile ouest, puis dans l'aile est, enfin quelques secondes après dans la partie centrale. Une énorme colonne d'étincelles et de débris enflammés s'éleva en tournoyant dans cette nuit d'hiver désolée. Le vent poussa des bardeaux enflammés et des lattes brûlantes par la porte ouverte de la remise, et celle-ci s'embrasa à son tour. Ils étaient encore à 30 km de Sidwinder quand Halloran s'arrêta pour verser ce qui restait d'essence dans le réservoir du scooter. Il se faisait beaucoup de soucis pour Wendy Torrance, qui semblait perdre progressivement connaissance. Il y avait encore un long chemin à faire. « Dick !» s'écria Danny. Debout sur le siège, il montrait quelque chose du doigt. « Regarde, Dick, regarde !» La neige s'était arrêtée de tomber, et la pleine lune, ronde et argentée comme une pièce d'1 $, avait fait son apparition entre les nuages à la dérive. Très loin, en bas, sur la route qui montait vers eux, ils aperçurent un cortège mouvant de lumière, égrené comme les perles d'un collier le long des virages enlacés. Pendant une accalmie du vent, Halloran put distinguer un bourdonnement lointain de moteurs de scooter. Ils les rencontrèrent un quart d'heure plus tard. Ils apportaient des vêtements de rechange, de l'eau-de-vie, et le docteur Edmonds était avec eux. La longue nuit avait pris fin. Épilogue. Après avoir vérifié que l'apprenti avait préparé correctement la salade et jeté un coup d'œil au hors-d'œuvre, Halloran dénoua son tablier, le suspendit et sortit par la porte de derrière. Il lui restait environ 45 minutes avant le branle-bas de combat du dîner. Le Red Arrow Lodge était un motel perdu au fin fond des montagnes dans l'ouest de l'État du Maine, à 30 km d'une ville du nom de Rangeley. C'était une bonne boîte, se disait Halloran. Il n'y avait pas trop de monde, les pourboires étaient généreux et jusqu'ici pas un seul plat n'avait été renvoyé à la cuisine. Record remarquable si l'on pensait que la moitié de la saison s'était déjà écoulée. Il passa entre le bar en plein air et la piscine, parfaitement superflu à son avis, vu qu'il y avait le lac juste à côté. Il traversa une pelouse où 4 clients jouaient aux croquettes en riant, grimpa une petite côte couronnée d'un bois de pin que la brise faisait doucement murmurer et qui embaumait l'air de leur sucre résineux. De l'autre côté de la crête, au-dessus du lac, quelques chalets isolés étaient nichés parmi les arbres. Le plus joli était le plus éloigné. Halloran l'avait retenu pour 2 personnes dès le mois d'avril, quand il avait découvert ce motel. Une femme était assise dans un fauteuil à bascule, un livre entre les mains. Halloran fut de nouveau frappé par la transformation qui s'était produite en elle. D'abord, le corset orthopédique qui l'obligeait à se tenir très droite donnait à son maintien quelque chose d'un peu sévère. En plus des côtes fracturées et des blessures internes, elle avait eu une vertèbre cassée, et c'était ce qu'il y avait de plus long à guérir. Mais la transformation se voyait aussi dans son visage, qui avait vieilli et paraissait moins rieur. Assise là, penchée sur son livre, elle avait une beauté grave qu'Halloran ne lui avait jamais vue auparavant. À l'époque où il l'avait rencontrée, elle faisait encore très jeune fille, mais maintenant c'était une femme que l'existence n'avait pas épargnée, mais qui avait surmonté les épreuves. Elle avait su, tant bien que mal, recoller les morceaux de leur vie brisée. Halloran savait pourtant que pour elle ce ne serait jamais plus tout à fait comme avant. Au bruit de son pas, il leva les yeux. « Salut, Dick !» Fermant le livre, elle tenta de se dresser, mais son visage se contracta de douleur. « Non, ne vous levez pas. Le protocole, c'est bon pour les soirées de gala, » répondit Halloran. Elle le regardait monter les marches en souriant, et il prit place à côté d'elle sur le porche. « Comment allez-vous » demanda-t-elle. « Pas trop mal, » concéda-t-il. « Essayez ce soir les crevettes à la créole, elles sont extra. »« Je n'y manquerai pas. »« Où est Danny ?»« Il est là-bas, » répondit-elle. Elle tendit le doigt et Halloran distingua une petite silhouette assise au bout de la jetée. Il portait un jean roulé jusqu'aux genoux et un t-shirt à rayures rouges. Devant lui, sur l'eau paisible, un bouchon flottait. De temps en temps, Danny remontait sa ligne, en examinait le plomb et l'hameçon, puis la relançait dans l'eau. « Il commence à bronzer, » dit Halloran. « Oui, il est déjà bien brun. » Et elle regardait affectueusement son fils. Halloran sortit une cigarette, la tapota pour tasser le tabac et l'alluma. La fumée dériva en lents méandres dans le soleil de l'après-midi. « Est-ce qu'il fait toujours les mêmes cauchemars » demanda-t-il. « Ça va mieux, » dit Wendy. « Il n'en a eu qu'un seul cette semaine. Auparavant, c'était chaque nuit, quelquefois même à plusieurs reprises. Les explosions, les buis, et surtout, enfin, vous savez. »« Oui, ne vous en faites pas, Wendy, il s'en tirera. » Elle l'interrogea du regard. « Vous croyez ? Je me le demande. » Alors Anne hocha la tête. « Tous les deux, vous êtes en train de reprendre le dessus. Vous n'êtes plus comme avant, mais ce n'est pas forcément un mal. » Ils restèrent un moment sans parler.
Wendy se balançant dans son fauteuil et alors Anne tirant sur sa cigarette, les pieds sur la balustrade du porche. Une petite brise se leva et se faufilant par des chemins secrets à travers les pins, vint caresser le cheveu de Wendy qu'elle avait fait couper court. « J'ai décidé d'accepter l'offre de Hal, de Monsieur Shockley, dit-elle. Alors Anne hocha la tête. « Ce doit être une bonne place, un travail qui peut vous intéresser. Quand commencerez-vous ?»« Tout de suite après la fête du travail. Quand nous partirons d'ici, nous irons directement dans le Marineland pour chercher un logement. Vous savez, c'est la brochure du syndicat d'initiative qui m'a décidé. J'ai l'impression que c'est une région idéale pour élever un gosse, et je voudrais me remettre au travail avant d'avoir complètement épuisé l'argent de l'assurance que Jack nous a laissé. Il reste encore 40 000 $, assez pour payer des études universitaires à Danny, et même pour l'aider à prendre un bon départ dans la vie, si nous investissons cet argent intelligemment. » Alors Anne hocha la tête. « Et votre mère ?» Elle le regarda avec un sourire triste. « Oh, je pense que le Marineland sera suffisamment loin. Et vous n'oublierez pas vos vieux amis, n'est-ce pas ?»« Oh non, Danny ne le permettrait pas. Allez le voir, il vous attend depuis ce matin. » Il descendit par le chemin de gravier et rejoignit Danny qui était assis au bout de la jetée, sur les vieilles planches pourries, les pieds trempant dans l'eau claire. Au-delà, le lac s'élargissait, reflétant les pins qui descendaient jusque sur ses rives. C'était un pays de très vieilles montagnes aux contours arrondis, adoucis par le temps, et alors Anne trouvait ce paysage tout à fait à son goût. « Tu prends quelque chose ?» demanda-t-il. S'asseyant à côté de Danny, il enleva une de ses chaussures, puis l'autre, et avec un soupir de plaisir trempa lui aussi ses pieds chauds dans l'eau fraîche. « Non, mais j'ai eu une touche tout à l'heure. Nous utiliserons un bateau demain matin. Il faut aller jusqu'au milieu du lac pour prendre de belles pièces, fiston. »« Vraiment grosses ?» Alors Anne haussa les épaules. « Oh, des requins, des espadons, des baleines, ce genre de choses. »« Bon, il n'y a pas de baleines ici. »« Non, pas des baleines bleues peut-être, mais il y a des petites baleines roses qui ne dépassent pas les 20 centimètres de long. »« Bah, comment elles sont venues de l'océan ?» Alors Anne posa sa main sur les cheveux dorés de l'enfant et les ébouriffa. « Elles peuvent nager à contre-courant, tu sais. Elles ont tout simplement remonté la rivière pour revenir jusqu'ici. »« Vraiment ? Bah, puisque je te le dis. » Regardant le lac tranquille sans se parler, ils se mirent à rêvasser. Quand alors Anne tourna de nouveau son regard vers Danny, celui-ci avait les yeux remplis de larmes. « Qu'est-ce qu'il y a ?» lui demanda-t-il en lui passant un bras autour des épaules. « Oh, rien, » chuchota Danny. « C'est ton papa qui te manque, n'est-ce pas ?» L'enfant essaya de répondre, mais sa voix s'étrangla dans un sanglot, et posant sa tête contre l'épaule d'Aloran, il pleura à chaudes larmes. Aloran le pressa contre lui sans rien dire. Il savait que l'enfant aurait besoin de pleurer bien des fois encore, et Danny avait la chance d'être assez jeune pour pouvoir le faire. Les larmes qui brûlent sont aussi celles qui consolent. Quand Danny se fut un peu calmé, Aloran lui dit « Tu vas te remettre de tout cela. Tu ne le crois pas maintenant, mais tu y arriveras. Ce n'est pas pour rien que tu as le don. »« Mais à quoi ça sert ?» s'écria Danny, s'étranglant, la voix pleine de larmes. « Je ne veux pas de ce don. »« Mais tu l'as, » dit alors Anne doucement. « Pour le meilleur et pour le pire. On ne t'a pas demandé ton avis, mon petit. Le pire est passé maintenant, et n'oublie pas que si tu as des ennuis, tu pourras toujours venir me parler. Et si tu n'arrives pas à tenir le coup, tu n'auras qu'à m'appeler, je viendrai. »« Même quand je serai dans le Marineland ?»« Oui, même là-bas. » Ils regardèrent en silence le bouchon qui flottait à 10 mètres de la jetée. Puis, d'une voix basse, presque inaudible, Danny demanda « Tu seras toujours mon ami ?»« Ah oui, aussi longtemps que tu voudras de moi. » L'enfant se pelotonna contre lui et alors Anne le serra dans ses bras. « Danny, écoute-moi, il faut que je te parle sérieusement. Il y a des choses que l'on ne devrait pas avoir à dire à un enfant de 6 ans, mais les choses sont rarement comme elles devraient être. La vie est dure, Danny. Le monde ne nous veut pas de mal, mais il ne nous veut pas de bien non plus. Il se fiche de ce qui nous arrive. Les pires choses peuvent se produire sans que nous ne sachions pourquoi. De braves gens meurent dans le désespoir et dans la douleur, laissant seuls ceux qui les aiment, et on est parfois tenté de croire qu'il n'y a que les méchants qui profitent des biens de cette terre. Mais si le monde t'est hostile, par contre, ta maman et moi nous t'aimons. Tu es un brave garçon. Tu regrettes ton papa, et quand il te prend l'envie de pleurer à cause de ce qui lui est arrivé, tu vas t'enfermer dans un placard où tu te caches sous les couvertures et tu pleures jusqu'à ce que tu n'aies plus de larmes. C'est ce qu'un brave fils doit faire. Mais il faut toujours aller de l'avant. C'est la meilleure façon de s'en tirer dans l'existence. Il faut garder son amour vivant et aller de l'avant, quoi qu'il arrive, faire ce que l'on doit sans jamais renoncer. « Hé, tu as une touche, fiston » dit-il en montrant la ligne du doigt. Le flotteur rouge et blanc qui avait plongé refit surface, tout luisant, puis s'enfonça de nouveau. « Oh » cria Danny, la gorge serrée. Wendy était venue les rejoindre. Debout derrière Danny, elle lui demanda. « Qu'est-ce que c'est »
Un petit brochet? Oh, certainement pas, Madame Torrance, dit alors Anne. Ça pourrait bien être une baleine rose. Le bout de la canne plia. Danny tira le bambou et un long poisson aux couleurs d'arc-en-ciel sauta hors de l'eau, décrivant une trajectoire étincelante, puis replongea. Retenant son souffle, Danny enroula sa ligne frénétiquement. « Aide-moi, Dick! Je l'ai eu! Aide-moi !» Alors Anne éclata de rire. « Oh, tu te débrouilles très bien tout seul, mon petit bonhomme. Je ne sais pas si c'est une baleine rose ou une truite, mais c'est une belle prise. » Il passa son bras autour des épaules de Danny, qui remontait son poisson avec précaution. Wendy s'assit de l'autre côté de son fils, et ils restèrent là, assis tous les trois au bout de la jetée, dans le soleil déclinant. Voici la fin de cette histoire. Si cette écoute vous a plu, pensez au petit pouce en l'air, et un commentaire sera toujours le bienvenu. Merci.